La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Mercredi, 18h32. Il trouve Clémence le Rouge recroquevillée sur une chaise, le nez dans un roman. Ils la conduisent dans le bureau de Delatraz. Flottant dans son perfecto, elle les regarde en martyre chrétienne sur le point d'être jetée aux fauves. Une martyre aux cheveux maculés de peinture. « Madame le Rouge, merci de nous avoir attendus. »« Ah bon, j'avais le choix. »« Faites chier. La prochaine fois... » « Vous nous attendrez aussi et vous aurez raison. Du reste, notre entretien ne devrait pas être très long. Vous vous souvenez de la soirée du réveillon ? On est le 7 janvier. Qu'est-ce que vous croyez ? Que j'ai Alzheimer ? Racontez-nous ça. On toque à la porte. Le goff entre et remet à Hamelin une feuille de papier pliée. Le commandant en prend connaissance et poursuit. Alors, Madame le Rouge, ce réveillon. Vous savez que pendant qu'on discute mondanité, l'assassin d'Edward Schaeffer est peut-être en train de se faire la malle à Veracruz. Ça ne me gêne pas plus que ça. De mon point de vue, sa mort n'est pas une grosse perte, au contraire. Mais si on se place du vôtre... Votre sketch de rebelle nous fait perdre du temps à tous les deux, Madame le Rouge. Racontez-nous la soirée du réveillon. Clémence pousse un soupir sonore et raconte d'un ton boudeur. Elle est en avance et de sale humeur. Sa fille Ida est partie réveillonner en Islande sans son autorisation. Du coup, elle envoie Denise sur les roses quand elle lui sort Dieu sait quelle banalité. Elle s'en est voulu après. Denise elle-même a l'air passablement tendue. Elle remet à son amie 2 bouteilles de champagne, son manteau et rejoint Édouard dans le salon. « Minute !» la coupa Hamelin. « C'était ça la raison ? Vous étiez contrariée pour cette histoire d'Islande. Vous êtes certaine ?» Clémence le dévisage hésitante. Comment pourrait-il savoir ? Elle jette un œil discret à la feuille dépliée, sans parvenir à en lire le contenu. Dans le doute, elle élude. Pour Clémence, ça veut dire qu'elle agresse. « Vraiment, ça ne vous aurait pas emmerdé, vous ? Je ne suis peut-être pas la mère idéale, mais de là... » Pour autant qu'on sache, Madame le Rouge, le 31 décembre, vous avez eu 2 révélations émanant chacune de l'une de vos jumelles. Vous avez appris qu'Ida était partie en Islande à votre insu et à vos frais. Manon, par ailleurs, vous a jeté à la figure lors d'une violente altercation qu'en raison d'un avortement qui avait mal tourné, elle ne pourrait pas concevoir d'enfant. Si c'est la virée à Reykjavik qui vous a le plus contrarié, alors je vous le confirme. Vous n'êtes pas la mère idéale. Clémence est pétrifiée. Delatraz lui accorde une demi-minute de récupération. Nous devions préciser ce point afin que vous nous fassiez de cette soirée le récit le plus exact possible. Quand elle reprend la parole, c'est le regard dur. Elle ne récite plus. Elle revit les événements. Vous imaginez à quel point je n'avais pas envie de voir Salo ? Et pourtant, elle est obligée de se tenir dans la même pièce que lui. Pour surmonter sa répulsion, elle lui tourne le dos et feinte une attention soutenue pour la reproduction de Hopper, celle qui représente un pompiste à la tombée du jour. Tu parles d'une originalité. Tandis qu'il s'extasie sur la gratuité des transports en commun le 31 décembre. Coup de sonnette. Voix dans le corridor. Ludo et Clara entrent dans la pièce. Derrière eux, Denise bataille pour faire entrer un énorme bouquet de roses jaunes dans un vase trop étroit. Ils sont suivis de près par les Hermann. Quand Maude vient lui parler, Clémence remarque qu'elle est maquillée. Une première pour autant qu'elle se souvienne. Son amie lui demande comment vont ses filles, ce qui l'étonne aussi. Maude n'est pas du genre à s'en préoccuper plus que nécessaire. Clémence mentionne la dernière phrase que d'Ida et évite de lui parler de Manon. Mais la question la ramène à la scène du matin. Exaspérée par la mine d'escargot neurasthénique de sa fille, elle a tenté de lui remonter le moral. Elle s'y prend sans doute avec maladresse, lui dit qu'à son âge, elle se croit peut-être désespérée mais que la vie lui réserve un avenir radieux, que le premier chagrin d'amour est toujours long à cicatriser mais qu'elle aura relativisé sa peine longtemps avant d'être enceinte de son premier enfant. Manon avait éclaté de rire et lui avait raconté avec une jubilation manifeste qu'elle ne pourrait pas en avoir. Elle ne lui avait épargné aucun détail. De l'hémorragie à l'anémie, qui avait causé la chute brutale à l'origine d'une probable stérilité. Clémence est restée pétrifiée. Elle a giflé Manon et obtenu pour seule réponse un rire hystérique. « Qu'est-ce que ça peut me foutre ? Tu crois que je kiffe l'idée de fonder un foyer ? Pourquoi pas épouser un assureur et s'endetter sur 30 ans pour acheter un pavillon pourrave en grande banlieue ? T'es vraiment une bourge coincée sous tes allures d'artiste. Mais regarde-toi avec tes blousons de cuir et tes antidépresseurs. Puis elles sont nulles à chier tes peintures. Elles veulent juste choquer. Y a rien d'autre dedans. Rien que de la provoque d'une vieille conne qui veut faire cool. »
Clémence est allée s'enfermer dans son atelier et a barbouillé des toiles de noir jusqu'à ce qu'une crampe la force à lâcher le pinceau. Elle va tuer Édouard, c'est une certitude. « Je ne l'ai pas fait », prend-elle soin de préciser. « Mais je proposerais bien qu'on canonise son meurtrier. » Clara leur offre des parkas de son boulot. Pas un modèle très original. On peut carrément dire qu'on voit le même partout. Sa fille Ida en a une identique d'ailleurs. Mais bon, à cheval donné, on ne regarde pas les dents, surtout par ce froid. Du repas, elle ne se souvient guère, si ce n'est de la jovialité d'Édouard qui ne paraît pas se rendre compte que tout le monde fait la gueule autour de lui, à l'exception de Maude, dont la bonne humeur, semble-t-il, n'est pas entamée par la grippe. Elle vous a dit qu'elle avait la grippe ? Non, enfin peut-être. Je n'ai pas fait très attention à ce que l'on m'a dit ce soir-là. En tout cas, elle ne devait pas se sentir bien. Elle a demandé une aspirine avant de partir. La soirée se poursuit, ou plutôt s'éternise. Lorsqu'Édouard fait mine de lui faire la bise aux 12 coups, elle lui balance un œil qui l'en dissuade tout de suite. Il murmure quelque chose comme « Décidément ». À 5h, tout le monde est sur le départ. Voilà toute l'histoire, conclut-elle. Je ne vois pas en quoi elle a pu vous aider, mais quitte à être bloquée ici. Hamelin se lève, sort dans le couloir, toque à la porte du bureau suivant et fait signe à Le Goff de le rejoindre. Tant que j'y pense, tu vérifieras le portable de la petite. Qu'est-ce qu'on cherche ? Clémence Le Rouge nous avait déclaré que c'est par l'historique des textos de sa fille qu'elle a su que sa liaison avec Schaeffer s'était poursuivie au retour des vacances. Ça nous permettrait de corroborer sa version des faits. Manon a pu l'effacer entre-temps. Elle a l'air sentimentale comme gamine, du genre à conserver les SMS de son amant. Il revient face à Clémence. « Madame Le Rouge, vous reconnaissez ce document ? On dirait un relevé de compte. Vous avez l'œil. C'est l'un des miens ? Oui, celui de la période du 5 décembre 2014 au 5 janvier 2015. Putain, faut pas vous gêner. On n'en avait pas l'intention. Puis-je vous demander à quoi correspond la ligne surlignée en vert ? Il lui tend la feuille. Elle lit à voix haute. Établissement GT Équipement, débit de 45 €, le 2 janvier. Pas la moindre idée, mais vous allez sans doute me le dire. Il s'agit d'une armurerie en ligne. Peut-on savoir ce que vous avez commandé sur Internet à cet armurier ? Bordel, rien du tout, je vous l'ai dit. Il doit s'agir d'une erreur. Un peu mince comme ligne de défense, vous ne trouvez pas ? Elle hausse les épaules fatalistes. Si je vous disais qu'Édouard Schaeffer, avant d'être poignardé, a été neutralisé à l'aide d'un choqueur électrique et que ce genre de gadget est en vente sur ce type de site, ça vous rafraîchirait la mémoire ? Clémence fronce les sourcils prise d'un doute avant de se retrancher derrière un visage renfrogné. Vous jouez gros, Madame Le Rouge. J'espère que vous en avez conscience. Le regard de Clémence s'en va errer au plafond. Hamelin referme le dossier et lui fait signe qu'elle est libre de s'en aller. 20h02. Raoul Moreau avait toujours aimé les armes à feu. Élevé dans une famille de chasseurs soloniaux, il avait été familiarisé tout jeune à leur maniement, à l'odeur du noyer, au cliquetis de la bascule. S'il ne chassait pas souvent, il n'en finissait pas de bichonner ses joujoux qui étaient à ses yeux de belles mécaniques de précision, et non un moyen de dominer l'homme ou l'animal. De cette passion, il avait fait son métier quand, à l'âge de 35 ans, il avait investi toutes ses économies dans une armurerie en dépôt de bilan, au nord de Paris. Il connaissait l'essentiel et avait parfait ses connaissances des armes de poing dans un stand de tir où l'un de ses oncles avait ses habitudes. Sa boutique drainait une clientèle de chasseurs, ravis de pouvoir discuter avec lui des mérites comparés du 222 Remington et de la 300 Winchester pour la chasse au sanglier. Même si aujourd'hui, à quelques mois de la retraite, il vendait davantage de bombes lacrymogènes que de Baïkal ou de Marlin. Question de quartier sans doute. Il allait tirer son rideau de fer ce soir-là lorsqu'il fut abordé par un barbu en duffelcoat, flanqué d'un géant au teint hâlé et d'une jolie blonde qui devait sourire 2 fois par an, les années fastes. « On peut vous parler ?» Avant même que le meneur de la bande hétéroclite ne lui fourre sa carte tricolore sous le nez, Raoul avait compris qu'il avait affaire à la police. Il les fit entrer et retourna derrière le comptoir. Une visite de la police n'était jamais une bonne nouvelle, à moins qu'ils ne parviennent à leur fourguer une carte du magasin, à transmettre au service des achats du quai des Orfèvres. La blonde fit le tour des râteliers, portant au fusil une attention soutenue, sans doute, se dit-il, pour se donner une contenance. Il fut très surpris de l'entendre dire d'une voix claire qu'elle ignorait que le Beretta A400 pour gaucher fut déjà disponible. « Vous êtes gauchère ? J'ai justement une promotion qui… »« Nous sommes là pour vous poser quelques questions, le coupa Hamelin. » Raoul Moreau avala sa salive en même temps que son baratin commercial. « En quoi puis-je vous aider ?» Il envoya une main usée dans sa forêt de cheveux gris avec mission de les démêler.
De l'autre, il réajusta ses lunettes d'écaille. Le grand brun posa sur le comptoir un choker tubulaire. « Cet article est bien en vente chez vous ?» ?»« Oui. » De la Trace hocha la tête. Si la meurtrière avait effacé ses empreintes sur le tube qui ne comportait que celles du rhum, elle avait omis de gratter le numéro de série qui leur avait permis de remonter jusqu'à l'armurier. C'était logique, avait commenté Hamelin dans la voiture tandis que Martens s'imposait dans un couloir de bus sous un concert de klaxons. La commande par Internet était, malgré les apparences, beaucoup plus facile à tracer. L'acheteur devait fournir une adresse de livraison et les coordonnées d'un compte bancaire. Acheter dans une boutique ayant pignon sur rue permettait de payer en cash, de façon plus anonyme, pour peu que l'on ne se fasse pas remarquer du vendeur. « Nous avons de bonnes raisons de penser qu'une femme vous l'a acheté. » C'est une arme de défense. 90% des acheteurs sont des clientes. « Celle-là vous a rendu visite il y a quelques jours. C'est l'une de ces femmes. » Il aligna les 4 photos sur le comptoir. Celle de Denise et de Clara provenait des réseaux sociaux. Celle de Clémence de son site internet. Le ministère des Finances leur avait transmis le cliché de Maude. L'armurier se pencha sur les photographies. Il les regarda avec ostentation, comme on regarde excessivement ses rétroviseurs le jour du permis de conduire, histoire de faire bonne impression à l'examinateur. 1 minute s'écoula, il secoua la tête. « Aucune ? » ?»« Non, ça ne me dit rien. Quand était-ce ? » ?»« Sans doute la première semaine de janvier. J'étais en congé. Si c'est ici qu'elle a acheté le choker, votre cliente, c'est Kevin, mon employé, qui l'a servi. Et on peut le trouver où ? Il est étudiant. Il loge en cité U à Montsouris. Je vais vous noter ses coordonnées. Mais c'est sa semaine de vacances, alors je ne garantis pas qu'il soit resté sur Paris. Vous prenez beaucoup de vacances dans l'armurerie. Vous n'imaginez pas le nombre de bombes lacrymo qu'on vend à Noël. Le magasin ne désemplit pas. Alors début janvier, c'est plus calme, forcément. Ben tiens, ironisa Hamelin. Ça fait toujours plaisir, une petite bombe anti-agression sous le sapin. Comme ça, si le repas de famille tourne à l'aigre, elle peut servir à peine déballée. Moreau consulta un registre et griffonna 3 lignes sur un post-it. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas jeter un coup d'œil à nos matraques télescopiques ? Certain. Ce choker, vous pourriez vérifier par quel moyen on vous l'a payé ? 2 minutes plus tard, Martens mettait le contact lorsque les premières notes de la lettre à Élise retentirent dans l'habitacle. « Oui !» aboya Abel. « Quoi ? Parlez plus fort, on n'entend rien. La réception est pourrie. »« Qui est revenu s'accuser du meurtre ?» 20h38. Élise Hamelin arriva sur le quai du métro quelques secondes après le départ de la rame. Elle vit les feux arrière s'éloigner sur le pont de Bir Hakeim. La neige mouchetait la nuit noire. On se serait cru dans l'une de ces boules magiques qui alimentent les étalages des boutiques pour touristes, illusion renforcée par la vue sur la tour Eiffel en arrière-plan. La femme du commandant était seule sur la plateforme, si l'on acceptait un SDF allongé, tant bien que mal sur les sièges de plastique, la main soudée à une canette de bière. La signalétique digitale du panneau d'affichage lui indiqua que 8 minutes allaient s'écouler avant l'arrivée du train suivant. Elle s'assit et sortit un roman de son sac à main, La séparation de Dan Frank, sans se faire d'illusions sur sa faculté à se concentrer. Elle se demanda ce que faisait son mari, sans doute encore au 36, à rechercher le meurtrier du restaurateur, entouré de son équipe. Il l'avait prévenu qu'il rentrerait tard tous les soirs de la semaine, et qu'elle le verrait à peine. Tant mieux, elle n'aurait pas à lui mentir. Et quand bien même, se disait-elle, Abel n'était-il pas lui-même un menteur notoire ? Elle se dit qu'à la réflexion, la formulation était injuste. Il mentait par omission. Plutôt, il était tellement secret que tout un pan de son existence lui était terra incognita, alors qu'ils étaient mariés depuis presque 20 ans. À la décharge d'Abel, elle savait depuis le début qu'il en serait ainsi et l'avait accepté. Ils s'étaient rencontrés chez un caviste. Invitée le soir à un dîner, elle demeurait perplexe devant les étagères, tentant de deviner, d'après l'étiquette, quel vin ferait la meilleure impression. Un peu plus loin, une bouteille dans chaque main, et il semblait les comparer mentalement selon une liste de critères qui lui demeuraient abscons, tels que la robe, le bouquet ou la charpente. Elle lui avait demandé conseil. Il s'était enquis du menu. Elle avait pouffé et répondu qu'elle n'en avait aucune idée. Elle n'y connaissait rien et ne voulait pas que son choix trahisse cette ignorance. Il l'avait orientée sur un brouillis. Ils avaient discuté quelques minutes. Il lui avait demandé de lui rendre l'appareil. Il était en effet invité le week-end suivant chez des amis qui venaient d'avoir un bébé et ne savaient pas quoi leur offrir. Un jouet, un petit vêtement, un livre d'images. Puisqu'elle préparait l'IUFM, accepterait-elle de lui donner un conseil ? Il s'était donc revu le vendredi et avait prolongé d'un dîner la tournée des magasins de Layette. Il avait les yeux marron chocolat et portait la barbe, un attribut alors rare chez les garçons, en début de vingtaine,
qu'il ne pouvait cesser de triturer plus de 5 minutes de suite. Le premier rendez-vous est souvent celui où, sans se raconter toute sa vie, on couvre l'essentiel. Les ex qui ont compté, la famille, les grandes aspirations. Il l'avait écouté avec attention lui parler de ses parents bosserons, d'une maison près de Châteaudun, d'une sœur aînée qui préparait Polytechnique. Quand était venu son tour de lui brosser à gros traits le portrait de sa famille, il était resté évasif. Acculé de questions précises, il avait fini par lui dire qu'il avait ses raisons pour éviter ce sujet et lui avait demandé si cela lui posait un problème. C'était la minute de vérité, le moment où jamais d'éclater de rire ou de lui dire que les garçons qui feignaient le mystère l'ennuyaient. Elle s'était contentée de hocher la tête négativement. Il l'avait embrassée. Dans un frisson, elle avait senti sa barbe effleurer ses lèvres. Cette soirée portait en germe une belle histoire, mais aussi un malaise qui s'était intensifié dans les années nourries parce qu'elle nommait les crises de silence d'Abel, qui se retranchait parfois dans son mutisme, comme au sein d'une forteresse que les coups de boutoir de ses interrogations n'étaient jamais parvenus à lézarder. Une belle histoire, oui, en passe de s'achever. Les secrets d'Abel avaient eu en fin de compte raison de sa patience. Bien sûr, elle aimait encore son mari. Avec un peu de chance, ses sentiments pour lui s'éroderaient, encore qu'elle ne se fît guère d'illusions. Mais elle ne le rendrait jamais heureux, contrairement à cet autre qui avait déjà tellement besoin d'elle. Non, l'issue ne faisait pas de doute. Elle ignorait seulement comment écrire le mot fin. Elle redoutait de blesser Abel. Elle voulait qu'il comprenne que les choses étaient arrivées par accident, qu'elle n'avait jamais voulu lui faire du mal. Le train entrant en station, elle ferma son roman et le replaça dans son sac à main. 22h14. L'appartement était obscur. Clara posa ses clés sur la console et alluma la lampe art déco. Elle consulta sa montre et se demanda où était Ludo. Par les temps qui courent, il pourrait faire preuve d'un peu de compassion. Les convocations à la PJ passent pour plus éprouvantes que des séances de spa. Il ne l'avait pas appelée pour lui demander comment s'était passée celle du jour. Si même la sollicitude qu'il s'était toujours portée se délitait, ça augurait mal pour leur futur commun. Elle marcha jusqu'à la cuisine et, sans allumer, le plafonnier ouvrit le réfrigérateur. Vide, si l'on acceptait 4 œufs et un yaourt périmé. Elle attrapa le yaourt et manqua aussitôt de le lâcher. Ludovic était assis dans le noir. Il tendit la main et alluma la lumière. De l'autre, il serrait un verre à whisky. Sur la table, une bouteille de Glenfiddich moribonde. « Tu m'as fait peur », crut-elle bon de préciser. Sans répondre, il rehaussa de l'index ses lunettes sur l'arête du nez. Irritée de son mutisme, elle fut tentée de quitter la pièce. Quelque chose la retint. La crainte de manquer de dignité, peut-être. Elle prit une petite cuillère dans le tiroir. Le regard de Ludo dans son dos l'exaspérait comme une démangeaison. « J'ai essayé, Clara. Je te jure que j'ai essayé. » Il avait parlé à voix basse, le timbre là. Elle s'immobilisa. Pour la première fois depuis des mois, il sortait de son igloo. Une certitude la figea. Il allait la quitter, ce soir même. Elle dut s'arc-bouter au plan de travail. Des mois qu'elle n'osait le confronter de peur d'une explication sanglante qui tournerait à la scène de rupture. Et voilà qu'il la quittait quand même. La phrase de Churchill à Chamberlain, au lendemain des accords de Munich, lui revint en mémoire. Entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur. Vous aurez les deux. Elle s'efforça d'affermir sa voix, mais dut s'asseoir face à lui pour ne pas s'effondrer. Essayez quoi? De te quitter. Ben, c'est raté. Le regard perçant de Ludovic tranchait avec sa voix pâteuse. J'avais trouvé une femme qui m'aimait vraiment, qui voulait vivre avec moi, mais voilà. Une fois au pied du mur. Plus moyen. Parce que moi je ne t'aime pas? Ou pas vraiment? La colère de Clara avait éclipsé sa détresse. Il examina les yeux mi-clos, semblant considérer la question. Tu n'as toujours pas compris. Compris quoi? Quand on a commencé à se fréquenter, j'ai toujours cru que le plus gros obstacle sur notre route serait ta putain de perfection physique. Je me disais que, forcément, je finirais par me lasser de voir les hommes baver sur ton passage et d'entendre les femmes persifler dans ton dos. Je me trompais, parce que ces marques d'envie ou d'admiration, ces regards de désir, je ne les ai jamais vus susciter en toi autre chose que de l'indifférence ou de l'amusement. Et que, bordel, je suis toujours aussi fière de toi que je l'étais il y a 20 ans. Ce qui est insoutenable, Clara, ce que je ne peux plus endurer, avec la meilleure volonté du monde, c'est de passer toujours en dernier. Enfin, Rodrigue a... Du plat de la main, il frappa la table avec violence. Rodrigue, j'aurais compris, mais même lui passait après elle. Attends, tu n'as pas le droit de... Je vais me gêner! Il avait hurlé. C'était la première fois qu'il élevait la voix devant elle. Une ire aussi rare, ça se respectait. Elle se tut. Il vida le fond de la bouteille dans son verre et le but d'un trait.
Tu te souviens de mon 25e anniversaire ?» Clara fouilla dans ses souvenirs. « Laisse tomber, il n'y a rien à se rappeler. On devait partir en week-end à Rome. Mais Denise s'est engueulée avec Édouard, alors... » D'un coup, ça lui revint. Denise, en larmes, l'avait appelée alors qu'elle allait se mettre en route pour l'aéroport. Elles étaient encore en ligne quand l'avion avait décollé. « Non mais... Noël 2003, poursuivit-il. On avait promis à Rodrigue de l'emmener voir les animations des grands magasins. Il attendait ça depuis des semaines. Pas de chance. Clémence a eu un coup de cafard. Tu as foncé chez elle. On a fêté Noël tous les deux avec Rodrigue. C'est moi qui ai dû lui expliquer que sa maman l'aimait très fort, mais qu'elle avait eu une urgence. Tu imagines comment j'ai pu me sentir? C'était le premier Noël après la mort de Rudy, protesta faiblement Clara. La finale de la compétition de judo. Maud se casse le fémur, tu campes à l'hôpital. Notre 10e anniversaire de mariage? Arrête, Ludovic. Elle avait baissé la tête et le ton. Moi aussi, je suis là pour mes potes. Mais il y a des limites. Bon sang, elles ont fait quoi, tes copines, pour mériter ton assistance 24/24, 7 jours sur 7? Je sais pas, moi. Elles ont guéri le cancer? Elles ont instauré la paix au Proche-Orient? Parce que la dernière fois que j'ai regardé les infos, ils n'avaient pas l'air très au courant. Jamais elles n'avaient été aussi tentées de lui raconter cette nuit de mars qui avait soudé leur vie. Elle serra les mâchoires. Je regrette. Je ne me rendais pas compte. Enfin, je ne savais pas que... Que quoi? Que la famille passe avant tout le reste? Elle l'avait pressenti, bien sûr, au fil des ans. Elle revenait de ses interventions auprès de l'une ou de l'autre, les bras chargés de cadeaux. Mais rien ne pouvait compenser son absence. Ludovic, les premières années, avait pris les choses à la légère. Il les appelait la confrérie des louves. Elle n'avait pas voulu voir que l'expression s'était chargée chaque année d'un peu plus d'amertume. Ça l'arrangeait tant de conserver de Ludovic l'image de l'homme fort et indulgent qui, sans forcément la comprendre, acceptait cette amitié privilégiée. Pour ne pas le décevoir, il avait gardé pour lui sa frustration et laissé s'accumuler la rancœur. Et si Ludovic avait souffert, qu'en avait-il de Rodrigue? Ce que j'ai fait est impardonnable. Ce constat tout simple avait jailli comme une évidence. « Tu as mangé ?» Elle releva la tête. Il la fixait sans sourire, mais... Si ce n'était pas de la sollicitude dans sa voix, c'était au moins de l'intérêt. Pas eu le temps. Il ouvrit à son tour le frigo, posa les œufs près de l'évier et se saisit d'une poêle. Clara aurait pleuré de soulagement, comme lors de leur première nuit ou des dimanches pluvieux où elle n'avait pas le moral. Il lui faisait une omelette. Tout en battant les œufs, il poursuivit. Le problème n'est pas de savoir ce qui est pardonnable. Le problème est de savoir ce qui est possible. Te quitter, j'ai essayé, ça ne l'est pas. Alors je me suis dit que si je t'aimais à ce point, il valait peut-être mieux tenter de sauver ce mariage plutôt que d'y mettre fin. Elle se laissa bercer par le crépitement des œufs dans la poêle. Quand il posa l'assiette devant elle, il effleura son poignet, comme par mégarde. Ce simple contact, le premier depuis des mois, la fit frissonner. Elle avala une bouchée et ferma les yeux. L'onctuosité de la préparation lui caressait le palais, tandis que l'estragon émoustillait ses papilles. Ce que cet homme parvenait à faire avec des œufs et des fines herbes relevait un peu de la magie, et beaucoup de la volupté. Tu n'as pas perdu la main. Toujours sans sourire, il fourragea dans la poche intérieure de sa veste, sur le dossier de sa chaise. Il avança vers elle une liasse de feuillets. Elle parcourut les documents. 2 réservations électroniques pour un aller-retour Paris-Rome, départ jeudi soir. Je ne suis pas sûre qu'avec l'enquête en cours. Il t'en dit de ne pas quitter Paris? Non. Et je ne dois pas y retourner demain. Ça fait déjà 2 convocations cette semaine, Clara. Ils n'ont rien contre toi et pour cause. S'ils te soupçonnaient sérieusement, tu serais en garde à vue. Alors, qu'est-ce que tu en dis? L'agence peut bien se passer de toi vendredi. Un piccolo viaggio tutti i due. Pour la première fois depuis longtemps, le visage de Clara s'illumina. Puis ce fut au tour de son téléphone. Elle consulta l'écran et se raidit. Clémence est accusée du meurtre d'Édouard. Écoute, Ludo. Pour homme, si on ne partait que... Il n'entendit pas la suite. Il avait quitté la pièce. Le claquement de la porte décrocha du mur les plaques publicitaires rétro qui s'abattirent sur le plancher dans un fracas métallique.